Génial. Allez, on y va. On va travailler sur les profils. Hein, non pas le profil, mais les profils, parce qu'ils sont nombreux, ces profils, et qu'ils sont complexes. D'accord? Donc on va démarrer comme ça. On va démarrer peut-être comme la dernière fois, si ça vous va. C'est-à-dire, je commence par poser un peu quelque chose, et après on échange. Ça vous va? D'accord. Bien. Quand on a parlé de ces hommes, on s'est demandé s'il fallait qu'on dise des hommes utilisateurs de violence. Parce que ça voulait dire que c'était un comportement, mais que ce n'était pas un comportement, que toute la personne n'était pas violente, qu'il lui arrivait d'avoir un comportement violent. Des fois fréquemment, mais c'était un comportement. Aussi, on disait d'emblée homme violent, voilà, un peu comme on serait rouge, blanc, vous voyez, avec les yeux bleus, enfin, quelque chose qui serait inné, alors que ça n'est pas. Et ça n'est pas une maladie non plus, sauf pour un tout petit pourcentage d'agresseurs, mais on en parlera de cela aussi. Donc ce ne sont pas un profil, mais des profils. Et moi, je ne vais pas penser ce soir avec vous faire vraiment une exhaustivité de tous ces profils, parce que c'est un travail clinique et que c'est un travail un peu approfondi. Mais on va quand même se donner des points de repère, hein, en tout cas suffisants pour pouvoir agir. Voilà, ce sera une première approche, mais j'espère que ça suffira. Donc, on définira un peu ce qu'on appelle des traits de personnalité. Avant, je vous dirai un peu ce qui contribue à faire d'un homme banal un cogneur. Hein? Ensuite, on ira voir ce qu'on appelle les traits de personnalité et puis ce qu'on appelle les troubles de personnalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on sera au clair là-dessus, on ira voir justement les différents profils. Et puis après, bien sûr, on continuera sur ce qui peut être fait en prévention, puis ce qui peut être fait en traitement. Et après, on aura toute la place pour vos questions. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut devenir un homme violent? Il y a 4 facteurs qui interviennent. Alors, on va ranger tout de suite le gène du crime. Personne ne l'a jamais trouvé, donc on va le mettre au magasin. Et on va accorder une place réelle, mais minime, à la testostérone. Parce que sinon, on se demande bien pourquoi tous les hommes ne seraient pas violents. Hein. Certains ne sont, d'autres pas. Donc, le coût des hormones, ce n'est pas suffisant comme explication. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un premier élément. Ça intervient, mais de manière relativement restreinte. Par contre, ce qui intervient beaucoup plus, c'est le contexte. C'est-à-dire l'environnement social, bien sûr. Et si on s'arrête un moment sur ce bain culturel, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est une société qui prépare les hommes à un rôle dominant et qui, de ce fait, donne une autorisation implicite à la domination, c'est-à-dire à une hiérarchie des sexes, qui fait que voilà, les hommes ont des droits, ont des comportements possibles et d'agression. Et cette organisation culturelle et sociétale fait que ça fait aussi une organisation de la vulnérabilité. À partir du moment où, en tant que femme, vous avez plutôt des emplois précaires, vous avez la charge des enfants, vous avez quelque chose qui est des droits minorés. Pour ma génération, on se rappelle jusqu'à quel moment, par exemple, on ne pouvait pas prendre un boulot sans l'accord du mari. Vous voyez, c'est quand même, ça devient quelque chose de la domination, ça. Vous voyez. Donc, ça crée une société dans laquelle il y a effectivement une hiérarchie au bénéfice de l'un et au détriment de l'autre. Et à partir de ce moment-là, quand vous organisez cet élément de hiérarchie et de vulnérabilité, et qu'en plus vous êtes une société qui est dans une dimension masculiniste au sens d'une virilité mal placée, c'est-à-dire une virilité qui passe par justement cette possibilité d'être violent, et que vous trouvez cette érotisation de la violence au cinéma, dans les pubs, partout. Hein, un mec, il a des muscles et il tape, voilà. C'est possible, hein. C'est un héros déjà, ça c'est la version noble, et ça existe, mais il y a aussi le cogneur au petit pied. Voilà, donc on est dans ce bain culturel-là, patriarcal, hein. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche tous, les femmes comme les hommes. Les femmes s'habituent à la vulnérabilité et les hommes s'habituent à la domination. Donc là, il y a un grand espace de travail important.
L'autre biais par lequel on peut apprendre à être violent, c'est l'apprentissage social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous apprenons dans nos familles aussi, et que nous avons en clinique, c'est-à-dire lorsqu'on traite des personnes violentes, nous avons une reproduction qui n'est pas automatique, mais qui est quand même présente. Lorsque vous avez été élevé dans un milieu violent, lorsque le fait de s'insulter était banal, lorsque le fait que plutôt que de vous dire fais ceci ou fais cela, il y avait une rebuffade, une gifle, un baissement, vous voyez, ces choses d'éducation un peu violente des enfants, vous vous habituez à ce que la violence soit un élément de communication. Et il y a effectivement dans la violence cet élément de communication qui existe dans certaines familles et puis qui persiste. Et c'est aussi un mode d'action. On va le voir. Donc voilà, il y a 25, 30, au-delà de pourcents, si ça se combine avec de la consommation d'alcool, c'est plus, d'hommes qui sont issus de familles dans lesquelles la violence a été une modalité de fonctionnement. Voilà. L'autre élément qui doit s'ajouter et qui nous inquiète, mais c'est bien la réalité, c'est qu'il y a une récompense immédiate à être violent. C'est-à-dire quand vous êtes violent, ça fige l'autre, ça le saisit. Donc vous avez une efficacité immédiate ce jour-là, à ce moment-là. La suite, ça deviendra bien sûr beaucoup plus problématique, mais dans un premier moment, il y a une sorte de reprise par l'agresseur d'un comportement qui a été immédiatement efficace. Et pour certaines personnes qui ne se posent pas la question, à chaque fois que je voudrais imposer, je peux passer par là puisque ça marche. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose lorsqu'on travaille avec les auteurs, c'est ça marche, ok. Pour obtenir quoi comme conséquence? Et pendant combien de temps vous avez pensé que ça pouvait durer? Rien. Mais il y a cette efficacité, si on peut dire, c'est affreux comme nous, c'est une réalité sur le moment. Et puis, il y a la dernière dimension qui est la personnalité. D'accord? On va s'attarder un peu là-dessus. Alors, le développement d'une personnalité, quelle qu'elle soit, ça se déroule sur de nombreuses années. On continue de se développer quasiment tout au long de notre vie, sur cette dimension-là de la personnalité. Mais si on regarde, on trouve le plus souvent chez les hommes violents une histoire qui est marquée par certains aspects très particuliers. Et lorsque j'ai étudié à Nîmes un profil de 100 familles dysfonctionnelles où l'homme était violent, pour voir ce qui était primordial, ce qui ressortait, on trouve très très souvent des parents froids. Froid au sens affectif, vous voyez, froid, rejetant, et assez souvent un vécu d'humiliation par le père. Comme si le père qui était dominant dans cette famille avait besoin de punir. Vous savez, c'est cette éducation à la virilité par la violence. Il faut que tu sois fort, il faut que tu défends-toi, il faut que tu saches punir, vous voyez, ce genre de choses, où on peut, y compris, faire mal à son propre enfant pour qu'il sache ce que ça fait, vous voyez. Et en plus de ce père qui exerce lui-même une forme de violence et puis qui est humiliant, il y a une mère qui ne va pas, peut-être parce qu'elle vit avec cet homme-là aussi, qui ne va pas être suffisamment sécurisante, suffisamment chaleureuse, pas consolatrice quand l'enfant, le garçon, a été secoué, etc. Et on sait que ces agressions violentes à la maison, ça produit les mêmes effets de déstructuration que quand vous avez un climat incestuel. Vous savez, je pense à une femme aujourd'hui, qui est un travailleur social d'une 50aine d'années, qui me racontait mon père ne m'a jamais attouchée, mais il avait une telle manière de se comporter, de me regarder, que quand il venait raconter des histoires le soir, j'avais pris l'habitude de mettre d'abord ma culotte et le pyjama ensuite. Parce qu'il posait la main sur mon ventre, il me regardait et il disait « Si tu touches mon petit lézard, je te ferai minette. »
Donc, vous voyez, ça, ce sont des éléments déstructurants. Et la violence, c'est aussi un élément déstructurant. Donc, pour l'enfant qui vit ces choses-là, garçon comme fille, hein, bien enfant, il y a un vécu d'expérience qu'on dit nous, d'excitation contraire. C'est-à-dire, il est excité évidemment par ce qui lui arrive, hein, de violence, mais comme c'est un petit, il ne peut pas s'en aller, mais il ne peut pas répondre non plus, parce que sinon il sera effectivement sanctionné. Et donc ça, est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, parce que peut-être, alors j'ai juste un petit souci, j'ai juste un petit souci, c'est que j'ai un reste de rhume. Et donc ce reste de rhume, je vais continuer au micro pour continuer au micro. Ce reste de rhume peut faire qu'à un moment donné, si je parle sans le micro, je devienne folle, ce qui serait un peu embêtant pour ce soir. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on n'a ni fuite, ni agression possible en retour, ça crée quelque chose qu'on a déjà évoqué la dernière fois, c'est l'impuissance apprise. Vous ne pouvez pas échapper. Donc vous apprenez à ne pas répondre, puisque vous ne le pouvez pas. Et cette impuissance apprise, ça se fait avec un effet psychologique de dissociation. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sépariez de votre corps, comme si vous échappiez de la situation, comme si vous deveniez froid, sans aucune émotion, figé, vous voyez. Le problème, c'est que ce figement, l'enfant, garçon, fille, va le reproduire dans sa relation de couple des années après. D'accord? Mais à ce moment-là, ça lui sert de défense, c'est une survie, hein, pour pouvoir rester dans un milieu agressif. Donc, ce blocage émotionnel, il est obtenu par auto-hypnose. Hein. On sait faire ça tous. Et c'est une manière de se protéger quand on est dans des contextes beaucoup trop agressifs. C'est ce qu'on fait quand on est violé, par exemple. Hein. On s'échappe de la situation. Donc, vous voyez, ces vécus qui peuvent être traumatiques, hein, pour l'enfant, garçon ou fille, ça va créer un fond de fureur retenue, une espèce de rage, de j'ai pas pu, et de honte aussi, parce qu'être humilié, ça crée de la honte. C'est-à-dire, avoir de la honte, c'est se sentir vu de mauvaise façon par l'autre, se sentir vu dans la fragilité, la laideur, l'impossibilité, enfin, voilà, dans la faille. Alors, ce vécu-là, ça va amener à des traits de personnalité particuliers. Alors, c'est quoi un trait de personnalité? C'est quand il y a des anomalies, soit du caractère, soit du comportement. Vous voyez, on va trouver là l'instabilité, l'impulsivité, l'agressivité, la volonté de domination, la rigidité, la peur de l'abandon, l'égocentrisme, l'immaturité affective et d'autres choses encore. Hein. Tout ça, vous voyez, ce sont autant d'incapacités, autant de failles. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de ces signes-là, ou qu'ils sont mineurs, on dit qu'il s'agit de traits de personnalité. Lorsque c'est très marqué, on dit qu'il s'agit de troubles de la personnalité. Et là, on s'oriente vers des personnalités psychopathes, paranoïaques, enfin, voyez, c'est autre chose, hein, c'est un niveau plus élevé. Alors, c'est important pour nous parce que ces notions de troubles, ça va nous renvoyer à des contextes, soit de violences ponctuelles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, hein, mais on verra qu'elles ont un cycle. Soit des violences quasi quotidiennes, c'est-à-dire une brutalité froide ou marquée par de la colère, mais une brutalité qui est quasi permanente, soit, pire que ça, des moments de violence et de rage destructrice. D'accord? Donc nous avons besoin de savoir à quel type de personne, hein, d'agresseurs nous avons affaire. Mais les traits communs, qui sont les mêmes, c'est l'égocentrisme, bien sûr, la volonté de domination et le fait de ne pas prendre en compte l'autre comme une personne qui a des envies, des besoins. Voilà. L'autre n'existe pas ou peu. Voilà. Alors, dans les questions que les agresseurs ne se sont jamais posées, hein, et qui, évidemment, ils n'ont pas résolues,
on trouve la possessivité, c'est-à-dire vous leur appartenez, ce qui fait que ça réduit les possibilités de rencontre, les possibilités d'échange, les possibilités de lien, et ça amène bien sûr de la surveillance, hein, pour vous empêcher d'aller voir ailleurs, ne serait-ce que quelqu'un de votre famille ou une amie. Le besoin de domination peut se traduire aussi par le fait que cet agresseur a besoin de sentir que jamais vous n'oserez dire ou faire quelque chose qui serait en désaccord avec ce qu'il conçoit comme bon, comme juste. Et puis il y a, et ça c'est très embêtant, une tendance fusionnelle, c'est-à-dire on colle à l'autre. Et on colle à l'autre parce qu'on a très peur de la séparation et on va jusqu'à considérer que l'autre est ce que nous appelons, nous en clinique, un moi auxiliaire. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme si l'autre c'était encore une partie de vous. Et à partir du moment où je le vois comme ça, nous ne faisons qu'un au sens où l'autre est englobé dans mon fonctionnement. Et vous voyez bien ce que ça crée une dépendance affective. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer que l'autre, par exemple, donne beaucoup de son amour aux enfants, les nôtres, hein, l'enfant, pas ceux de nos voisins. Je ne peux pas imaginer que l'autre ait une autre relation amoureuse, je ne peux pas imaginer que l'autre m'abandonne. Hein. Et cette dépendance si forte de l'un va générer une dépendance affective de l'autre. Et à un moment donné, on va se trouver avec un tango compliqué de l'un et de l'autre. Alors, si on regarde en termes de chiffres, la population agressive masculine, c'est environ 2%. C'est à la fois petit et énorme. Hein, voilà. Et je vais commencer par le premier profil, c'est ce qu'on appelle les violences cycliques. C'est à peu près 50% des hommes qui sont agresseurs. Quand ils sont beaucoup dans ce registre-là, ils deviennent borderline, c'est-à-dire sur les limites, hein, sur les limites du normal. Mais sinon, ce sont des hommes qui vont exercer des violences physiques, mais pas, on verra, pas très importantes. L'idée, c'est de faire peur. C'est pas de détruire, c'est de faire peur. Mais les agressions peuvent avoir lieu à peu près. C'est fou parce qu'elles ont un rythme qu'on peut mesurer. Tous les mois, tous les 3 mois, 2 fois par an. Ça dépend des couples. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Ce sont des personnes qui sont considérées comme très sociales, très agréables, avec l'entourage, avec les amis, au travail, etc. Parce qu'elles ne sont violentes qu'en famille, bien sûr. Alors, ces hommes-là, ces violences cycliques, il y en a un tiers qui s'arrête spontanément pour 2 raisons. Une première raison, c'est la peur de la séparation. Si je vais trop loin, elle va partir. Et donc, je ne peux pas être instable. Et l'autre raison, c'est le jour où ils ont une image un peu trop dégueulasse, on va dire comme ça, trop moche d'eux-mêmes. Ce jour-là, ils arrêtent. Mais ça peut aller pendant un moment comme ça. Alors, on a vu tout à l'heure ce qui pouvait se passer en famille et qui faisait qu'il y avait une socialisation insuffisante, hein, pour ces hommes-là. Mais il y a quand même du remords, c'est-à-dire la conscience que ça ne va pas. On ne peut pas faire ça, que ça ne va pas. Mais comme le fait de s'en rendre compte, ça entraîne de la culpabilité, et que la culpabilité, c'est quand même une émotion, un sentiment très douloureux, ils vont s'arranger avec ça. Et comment ils vont s'arranger avec ça? En négociant 50-50 la culpabilité. C'est ta faute. Si tu faisais comme je veux, si tu t'étais rendu compte que j'étais stressée, si tu prenais en compte ma fatigue, ça ne serait pas arrivé. Si tu ne me poussais pas à bout, ça ne serait pas arrivé. Voyez? Donc si je rejette la faute sur l'autre, c'est vrai, j'ai déconné, mais c'est ta faute. On est 50-50. D'accord? Vous voyez, là, il y a une manipulation, évidemment, à laquelle il ne faut pas céder, mais je vais vous l'illustrer tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est évidemment qu'ils minimisent beaucoup ce qu'ils ont commis comme acte, hein, ils banalisent aussi beaucoup. Et ce qu'ils vivent le plus difficilement, c'est la situation d'intimité.
C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un très fort besoin d'être dans une intimité enveloppante, cajolante, rassurante, ça doit vous faire écho à ce qu'ils n'ont pas vécu avant. Mais en même temps, le fait d'être trop proche, on pourrait ne plus arriver à dominer, et donc il faut être proche, mais pas trop, tout en étant proche. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué pour ces hommes-là de trouver la juste distance. C'est pour ça que lorsqu'on les traite, on travaille sur la notion de frontière. Les frontières qu'on a entre humains, qui sont à la fois des proximités, mais aussi des écarts. Voilà, alors ils veulent à tout prix contrôler l'intime, c'est-à-dire les relations. C'est pour ça qu'on trouve chez les violents cycliques beaucoup d'accès de jalousie et beaucoup d'éléments de contrôle sur l'apparence, hein, plus que d'autres. Ils sont très soucieux du fait que vous ne suscitiez pas trop de désir ailleurs, hein, parce que ça les mettrait véritablement en danger. Et je vous disais, ils frappent la plupart du temps juste assez pour effrayer. Mais voyez ce que ça fait, hein, ça fait un contexte de peur, et donc à partir du moment où vous êtes dans la peur, vous n'êtes plus dans un désir de rapprochement. Or, ils ont besoin, ils demandent que vous vous rapprochiez. Comment allez-vous faire pour vous rapprocher de quelqu'un qui vous fait peur? Vous voyez, ça devient très compliqué pour vous. Et en même temps, si vous ne le faites pas, ça vient inquiéter, parce que ça veut dire que peut-être vous n'êtes plus tout à fait disponible pour ce couple-là. Vous voyez? Donc il y a là quelque chose dans la relation qui devient très compliqué, et c'est bien pour ça qu'on parle de dépendance affective. Alors, ça nous a amené, les praticiens, à définir quelque chose de particulier qu'on a appelé le cycle de la violence. Vous voyez? Je vais essayer de vous le décrire sans trop... allez, je vous le décris. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la vie ordinaire. On va partir de là. Hein. Voilà. On est ensemble. On a eu une mariation insuffisante. Ce qu'on appelle la mariation, c'est le fait de se mettre d'accord, plus ou moins explicitement, hein, sur le budget, comment on va vivre, ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins, voilà. Une sorte de contrat implicite de ce que pourrait être notre vie commune, vous voyez. Il y a des choses qui sont dites, d'autres pas, mais qu'on a senties comme pouvant se partager. Ça, c'est la mariation. Et puis, on va, dans la vie courante, s'apercevoir que, ben oui, il y a des sujets de tension, il y a les factures, il y a les petits qui crient, il y a des soucis divers, et ces soucis divers vont, chez cet homme, créer une accumulation de tensions qui vont se traduire, qui ne sait pas gérer, et qui vont se traduire chez lui par des attaques verbales qui vont être espacées au début et puis qui vont se rapprocher de plus en plus. Alors ces attaques verbales, au début, elles surprennent cette femme, bien sûr. Après, elles la mettent en stress. Et après, elles la mettent même en confusion. Parce qu'il y a une alternance de moments agréables. C'est ça qui est troublant, c'est qu'il est gentil. Il est gentil aussi. Mais par moments, ça monte. Voilà, on en est là. Et on va glisser doucement de ces accumulations de tension à ce que nous appelons la phase d'alarme. C'est quoi la phase d'alarme? C'est le moment où il y a des signes chez l'homme qu'il sent venir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut couper le fil, interrompre cette montée-là des tensions qui pourraient amener au passage à l'acte. Donc chez lui, il sent venir des choses telles que la nervosité, des préoccupations majeures, l'impression que tout est insoluble, voilà, on n'arrivera pas à la fin du mois, les petits sont impossibles, enfin bon, voilà, de la mauvaise humeur, une surexcitation, hein, qui fait qu'il ne reste pas en place, mais en même temps, il ne parvient pas à le dire. On a vu pourquoi précédemment. Hein. Il n'y a pas de mots, si elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui ne va pas, etc. Il aura un discours très plat, et il va développer quelque chose du type, ce qu'on appelle une pensée magique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de fondement, hein, mais qui va être, il faut qu'elle trouve la solution. Il faut qu'elle trouve la solution. Et non pas, il faut que je
me contrôle et il faut que nous discutions à ce qui pourrait être une solution. Alors, il faut qu'elle trouve une solution, elle. Vous voyez? Et donc, madame qui sent il faudrait qu'elle trouve une solution, effectivement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le maximum de ce qu'elle peut faire pour que ça aille mieux. Dans notre vocabulaire là, de praticiens, nous dirons elle plie. Vous voyez? Elle plie. Elle plie. C'est-à-dire elle se soumet, elle cherche des solutions, elle plie. Et elle ne se protège pas. Or là, elle a les signaux d'alarme. Et elle pourrait mettre en place une protection, mais elle ne le fait pas. Et donc, comme elle ne le fait pas, et que monsieur est à ruminer tout ce qui ne va pas, etc., ça va aller jusqu'à ce qu'on appelle le passage à l'acte, c'est-à-dire jusqu'à ce que, eh bien, à un moment donné, sur un motif qui n'a aucune valeur, parmi les motifs totalement idiots, etc., on a, ce soir-là, elle a fait cuire des grosses pâtes à manger, hein, elle a fait cuire des grosses pâtes alors qu'il n'aime que les petites. Donc ça va être un motif de dispute, et de la dispute, on va passer au passage à l'acte violent. On a des motifs d'une inanité totale. Mais voilà, il y a ce passage à l'acte violent. Comment elle le sent, elle? Évidemment, elle se dissocie. C'est-à-dire, en face de ça, elle est surprise, et puis elle ne comprend pas, et puis elle s'effondre. Et lui, eh bien, il est dissocié aussi. Une des choses dont on a été les plus surpris quand on a commencé à travailler sérieusement là-dessus, c'est que si on fait une IRM de l'homme qui a frappé et de la femme qui a subi, de la victime, eh bien on se trouve avec deux personnes qui sont dans un état de dissociation, c'est-à-dire dans une possibilité de stress post-traumatique. Les deux. Les deux. D'accord? Le fait de cogner n'arrange pas non plus celui qui frappe. Hein? Donc, ben voilà, il s'est laissé aller avec cette complexité qui est que si cette femme répond, ça va accroître la colère, parce qu'il va se trouver avec quelqu'un avec qui il y a du répondant. Et si elle ne répond pas, le fait qu'elle soit très passive, ça va le rendre furieux, quoi, parce qu'elle ne bouge pas, là, alors qu'elle devrait s'activer. Hein. Donc, les deux, voyez, c'est sans issue. À partir du moment où on est passé à l'acte, eh bien, c'est sans issue momentanément. Qu'est-ce qui se passe après? Comme le passage à l'acte est une décharge émotionnelle, après cette décharge, ça tombe. Et ça tombe chez les deux. Et quelle va être la suite? Eh bien, c'est que monsieur va être dans un comportement infantile. Très souvent, les femmes rapportent des pleurs. Après, il s'est mis à pleurer, il a dit « excuse-moi », il a dit « tu es une femme géniale, je ne comprends pas pourquoi je fais ça », il promet qu'il ne recommencera pas, etc. Il y a des remords, il y a des excuses, et il y a la négociation 50-50. Si tu avais ça ne serait pas arrivé. Si madame accepte d'entrer dans le 50-50, c'est vrai, je n'aurais pas dû, etc. On est reparti pour un moment qui est même appelé par les deux, c'était tellement bien que c'était comme au début. Autrement dit, ça s'appelle une lune de miel pendant une période. Et pendant cette lune de miel, l'un et l'autre réactivent les croyances du couple. C'est-à-dire, c'est à toi de faire ceci, cela, c'est toi qui dois accepter d'eux, moi je... Voyez, on reprend les répartitions qui ont créé les difficultés du départ. Et donc, on retournera à la vie ordinaire, qui amènera à nouveau les tensions, qui amènera à nouveau l'alarme, qui amènera... Et c'est pour ça qu'on appelle ce phénomène-là, hein, très récurrent, le cycle des violences, parce qu'il va se reproduire à un rythme qui sera le rythme que monsieur va instaurer malgré lui, hein, c'est-à-dire à quel moment il pète les plombs, jusqu'à quand il peut supporter que les choses n'aillent pas, et à quel moment il n'est plus en capacité de contenir sa colère, sa fureur, et il explose d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc on sait, quand on est praticien et qu'on travaille avec ces couples-là, on a des couples, je vous disais, à 1 mois, 3 mois, voilà. Il y a une régularité presque de métronome qui tiennent à l'état psychologique de monsieur. Alors,
quand il fait ça, cet homme, il ne fait que masquer sa dépendance. Il a besoin de sa femme absolument, il a besoin d'être soutenu. Il est dans une grande vulnérabilité, contrairement à ce qu'on peut penser. Cet homme qui frappe, il est extrêmement fragile. Il est dans une grande vulnérabilité, mais qu'il masque, et il la masque par, en particulier, les agressions et sa dépendance cachée. Donc vous voyez bien qu'on va créer des liens traumatiques, et il n'y a rien de plus durable qu'un couple qui est articulé sur des situations de ce type, sur des situations traumatiques. Parce qu'elle, elle va être dans mais je ne peux pas le laisser comme ça, c'est pas sa faute, etc. Et lui, il va être, mais elle me pardonne. Donc, on n'a plus qu'à continuer. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui nous amène à... On peut le rapprocher pour ceux qui ont travaillé ces questions-là, on peut le rapprocher des attachements à la fois insécures et ambivalents de Bowlby. Hein, ceux qui travaillent un peu ainsi, on peut le rattacher à ça, c'est-à-dire à des choses qui vont très, très fort d'un côté et très fort de l'autre, et qui ont du mal à se stabiliser. Il n'y a déjà pas de stabilité émotionnelle. Hein. Voilà pour les violences cycliques. Ce ne sont pas les plus difficiles pour travailler avec, hein, parce qu'ils ont ce fond d'émotion et de reconnaître que ça ne va pas, mais qu'ils ne savent pas faire avec. D'accord? Donc on peut quelque part les rejoindre. Donc, alors on ne dit pas je vais vous aider, on dit jamais ça à un mec, il n'a pas besoin d'aide. Mais on lui dit on va travailler avec vous, que vous passiez au-delà de ça. Hein? Parce que aider, c'est un verbe pour les femmes. Allez, on va ranger les violences cycliques et on va passer à ceux qui sont beaucoup moins sympas. Et on terminera par le pire. Les moins sympas, ce sont les surcontrôlés ou les hyper-contrôlants. C'est à peu près 30% de la population quand même, hein, d'hommes violents. Alors, ces hommes-là, ils sont totalement étrangers à leurs propres sentiments. Ils ont une grande capacité de fuite et d'agression passive. Ce qu'ils veulent, c'est être tranquille. La conjointe, c'est le port d'attache, c'est-à-dire confort et services sexuels, plus conformité sociale. Hein? On a des enfants, voilà, la maison, le chien, la voiture, tout bien, quoi. Hein? Voilà. Et ce sont des personnes qui marquent leur domination surtout par l'isolement, l'appropriation de l'autre et l'isolement. Donc, assez souvent, ils ont une interprétation très traditionnelle et très stricte des rôles masculins-féminins. Vous voyez, nous, ce qui nous concerne, c'est le ménage, la propreté, le rangement. Voyez. Il y a aussi une volonté de soumission. Hein. L'autre est une domestique. Chaque fois que j'évoque ça, j'ai l'image en tête d'une femme qui avait pour époux un personnage très connu dont je dirai le nom. Et ce monsieur, quand il rentrait du travail et qu'il voulait un petit réconfort, là, une petite boisson, quelque chose, il ne parlait pas, il tapait du pied. Vous voyez? Ça, c'est un signe typique d'hypercontrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de dire. Même plus. Voilà. Alors, très souvent aussi, ce qu'on rencontre, c'est le refus d'assurer les partages des dépenses, hein, c'est-à-dire l'élément matériel du couple. Hein. Il faut payer le loyer, il faut acheter des choses, voilà. Hein. Et le reproche fréquent, lorsqu'on travaille avec ces hommes-là, c'est que les femmes sont dépensières. Vous voyez, on s'achète des tenues tous les jours, vous le savez, le maquillage, tout ça, ça coûte très cher. Enfin bon, voilà. Donc ils vont demander, par exemple, un contrôle des dépenses, hein, et moi, je me souviens d'avoir traité une situation dans laquelle monsieur demandait la mise en place d'enveloppes, l'enveloppe pour l'achat, c'était dans la cuisine, l'enveloppe pour pouvoir les soins de propreté, etc. C'était dans la salle de bain. Voilà, il y avait une enveloppe par pièce pour les dépenses dans lesquelles madame, après avoir acheté, mettait
ticket de caisse, hein, de façon à ce que monsieur soit rassuré sur les dépenses du ménage. Voilà. Alors là, la manière d'intervenir, hein, c'est surtout par la coercition, c'est-à-dire l'empêchement. Vous savez qu'empêcher de faire quelque chose ou obliger à faire quelque chose, même si ça n'est pas donner des coups, ça fait partie de la violence. Donc le fait que cette femme soit contrainte de fonctionner comme ça, c'est un élément violent, bien entendu. Et les techniques coercitives, elles sont faites pour s'assurer de la soumission, bien entendu. Alors, le surcontrôle, il y a trois classes là-dedans. La première classe, c'est les surcontrôlés actifs. Ce sont des gens qui sont hyper perfectionnistes, extrêmement rigides, exigeants, bien sûr, c'est-à-dire on est sur le versant paranoïaque. Hein, il faut faire comme je veux, sinon je ne suis pas en sécurité. Hein. Donc on est obligé d'être très respectueux des règles qu'ils ont posées. Par exemple, l'horaire du repas, c'est l'horaire du repas, c'est celui-là, c'est pas l'autre. Hein, voilà. Oui? J'ai pas compris la différence en fait entre les surcontrôlés et les surcontrôlants. C'est la même chose, ça dépend de qui en parle. Si c'est Dutton qui en parle, il parle des hyper-contrôlés. Et si c'est Coutenceau, par exemple, il parlera des super-contrôlants. Mais c'est la même classe. C'est la même classe. La différence, c'est entre passif et actif. Voilà. Hein, voilà. La différence, voilà. L'actif, c'est quelqu'un qui se met lui-même dans les règles. Hein. Il est lui-même très... la religion va avoir une importance, le contrôle, le perfectionnisme est très important, les règles de vie, voilà. Il ne faut pas déranger, la rigidité, vous voyez. C'est le versant paranoïaque. Ça, c'est le surcontrôlé actif. Actif, pourquoi? Parce qu'il s'y met lui-même. En fait, les deux mots, surcontrôlé et surcontrôlant, veulent dire la même chose. La même chose, c'est la même classe, selon qui la dénomme, si vous voulez. Non, c'était passif et le... Non, du tout. C'est parce que parmi les spécialistes, vous avez des nuances, des fois, dans la manière de dire. Alors, comme je sais que parmi vous, il y a des étudiants, il m'arrive de donner les termes techniques, comme ça vous pouvez aller voir. Hein, mais vous faites bien, surtout s'il y a quelque chose qui vous accroche au passage, demandez-moi pendant. Hein, voilà. Et le surcontrôlé passif, il est passif pourquoi? Parce qu'il établit une grande distance avec sa femme, il a vraiment un refus quasi total de répondre aux attentes affectives, ce qui ne l'empêche pas d'exiger un service sexuel, c'est clair. Mais il ne va pas être tendre, attentionné, préoccupé de ce comment elle fait, si elle n'est pas débordée par le travail, les enfants, la vie courante, etc. Il s'en fout, hein. C'est pas son propos. Et surtout, il va être dans quelque chose d'un contrôle très apparemment discret, mais qui ne lâche jamais. Alors que le surcontrôlé actif, lui, il va être dans poser des règles. Hein, ça ne va pas comme ça, voilà, je veux que. Et donc il faut obéir. Hein, voilà. Alors, le troisième dont nous avons parlé, parmi les hyper-contrôlants, hein, ou les hyper-contrôlés, comme vous voudrez, c'est ceux qui exercent des violences perverses. C'est la même chose. Hein. On contrôle pourquoi? Parce qu'on pose des lois, parce qu'on attend de l'autre qu'il rende des services divers. Moi, je vous parle d'un tango, elle vous parle de rock, tout va bien. Voilà. Et surtout parce que ce qu'il va faire, c'est créer tellement d'humiliation, etc. On a vu quand on a travaillé sur l'emprise. Pour ceux qui n'étaient pas là, allez voir sur YouTube, vous trouverez les éléments, si ça vous, je pense que ça vous intéresse. Ce qu'il crée, surtout chez l'autre, c'est de la confusion. C'est-à-dire on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qui est bon ou pas bon. Pour une raison simple, c'est que la perversité, ça consiste à dire qu'il n'y a qu'une loi, la sienne. Et que cette loi, elle peut bouger. Alors que par exemple, pour le surcontrôlé actif, s'il est très attaché aux horaires, les horaires, eux, ne bougeront pas.
il faudra tout le temps prévoir de, je sais pas, prendre le repas du soir à 19 h, et puis voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des règles d'une bonne famille bien éduquée, etc. Alors que le pervers, ça peut être à la fois, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ce sera autrement, si des années viennent, ce sera encore autrement. Et donc on ne sait jamais quelle est la bonne façon de faire, puisque une manière de contrôler l'autre, c'est de le mettre en insécurité. Et pour mettre en insécurité, il suffit de dire ce qu'on veut, mais c'est jamais la même chose. Donc comme c'est jamais la même chose, vous ne pouvez pas vous y adapter, puisque ça change. Vous comprenez? C'est là qu'il y a l'élément de perversité. Et c'est ça qui crée un élément de confusion. En plus de ça, s'ajoute la dissimulation. Voilà. Et le dernier profil, mais celui-là, je vous souhaite de ne jamais le rencontrer, ce sont les psychopathes. Hein? Voilà. Alors, il y a évidemment la froideur, il y a un détachement extrême, hein, mais un détachement extrême de l'autre qui est très souvent lié au vécu de l'enfance, hein, aux frustrations, aux humiliations et à cette mère sèche, hein, qui ne donne rien. On ne sait pas ce que c'est que le câlin. Et alors, ce qui est inquiétant, un peu fou, c'est que quand les autres, notamment de violence cyclique, passent à l'acte, je vous ai dit, si on contrôle par IRM, il est secoué. Lorsqu'un psychopathe frappe, rien ne bouge à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de poussée émotionnelle, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de fond émotionnel qui est sollicité par le fait d'agir violemment par rapport à l'autre. Très souvent, ce sont des hommes qui ont des activités délinquantes diverses, hein, et pas mal de consommation de psychotropes. Bon, dans une partie de la littérature, surtout en criminologie, on parle de carrière criminelle. Hein, c'est-à-dire, ce sont des gens qui, voilà, ils délinquent une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de remise en cause, bien sûr. Et en même temps, il y a un souhait très infantile d'un avenir extraordinaire. Vous voyez, un jour, ils rencontreront une femme idéale, ils auront une voiture super, ils auront une maison extraordinaire aussi. Vous voyez, on est dans le fantasme, hein, mais un fantasme de toute puissance quand même. Hein, c'est pas rien que d'imaginer ça. Voilà, alors, je vous signale au passage, parce que ça c'est un souci pour nous quand on travaille avec les groupes d'hommes, c'est que quand même, parmi les groupes d'hommes violents qui regroupent les autres du début, hein, on n'a pas de psychopathes parce que la justice s'en occupe autrement, et bien parmi ces autres hommes, on a quand même entre 20 à 30% d'hommes qui qui ont un comportement antisocial par certains aspects. C'est-à-dire antisocial par certains aspects. Par exemple, ils peuvent transgresser, contourner la loi. Vous voyez, en termes de maturation, ils sont loin de l'éthique. Ils en sont à pas vu, pas pris, quoi. Hein, donc, c'est pas bien de taper sa femme, mais enfin, si ça m'arrive pas très souvent, tant qu'elle dit rien, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une transgression qui est admise. Oui. Excusez-moi, il y a le groupe 3 aussi, des pervers. Non. Oui. Vous avez des pervers dans les groupes? Mais bien sûr. D'accord. Oui. Et oui, les seuls que nous ne voyons pas, parce que comme ils ont une carrière délinquante, la justice s'en est occupée avant nous, ce sont les psychopathes. Et puis parce que nous savons aussi que n'ayant pas accès à l'émotion, on n'a pas accès au contact. N'ayant pas accès au contact, on a difficilement accès à des modifications de comportement. Et comme dans les groupes de parole et d'accompagnement d'hommes, on a quoi? On a 3 mois et demi, 4 mois de travail et un suivi après, c'est-à-dire un temps relativement court. On ne va pas penser qu'on va faire des miracles avec des gens qui sont autant inscrits dans un fonctionnement hors la loi. Hein, la transgression est trop forte. Hein, donc, voilà. En plus, ils ont une réticence, ces hommes-là, à revenir sur les actes passés. Une fois que c'est fait, quoi. On met ça derrière, on n'y pense plus, et voilà. Hein. Voilà. Et en plus, la violence n'est pas réservée à la conjointe. Hein. Ils peuvent agresser le voisin,
quelqu'un qui passe, voilà, c'est pulsionnel, hein, et donc ça peut s'adresser à n'importe qui. En plus, ils n'ont pas de demande d'aide. Au passage, je vous signale que les hyper-contrôlants non plus, hein, ils n'ont pas de demande d'aide. Ils y viennent contraints et forcés, hein, puisqu'ils savent, eux, ce qui est bon. Pourquoi demanderaient-ils de l'aide, hein? Donc, quand ils viennent pour nous demander de les faire travailler, ils commencent par nous dire quels sont vos diplômes. Voilà. Alors, il me semblait intéressant qu'on puisse s'arrêter un tout petit moment sur la notion de dangerosité. Parce que ce que nous souhaiterions, évidemment, c'est qu'il y ait le plus souvent possible une évaluation de la dangerosité de quelqu'un. Hein, voilà. Alors, on est très en avec la dangerosité pour une raison simple, c'est que c'est très difficile à définir. C'est-à-dire, on peut définir la dangerosité une fois qu'un acte a été posé. On se dit, il peut aller jusque-là, donc il faut éviter la récidive. Mais tant que quelqu'un n'a pas agi, comment vous voulez définir une dangerosité? C'est très très compliqué. Hein. Alors, on a une manière subjective de la définir, c'est quand vous avez une personne qui a le pouvoir et qu'en plus, elle exerce le pouvoir par la violence. Là, vous avez une dangerosité. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive, nous, à le définir. C'est une définition très imprécise encore, hein. Mais on sait que dès qu'il y a un taux d'agressivité, donc comment définir l'agressivité? Parce qu'il y a une forte réactivité. C'est quoi la réactivité? C'est quand vous avez tendance à réagir très vite, même à une provocation toute petite, voyez, vraiment quelque chose de banal, ou une situation très petite. Imaginons tout à l'heure, elle apporte des poissons et vous aviez commandé à manger et elle sert quelqu'un qui est arrivé après vous. Voilà, là vous pouvez avoir une réactivité forte, hein, pour quelqu'un qui est très dans la pulsion, etc. C'est tout banal, mais ça suffit. Or, si vous avez une réactivité forte, il est fort à parier aussi qu'en situation où vous sentez mal, mis en danger de manière imaginaire par l'autre, hein, si l'autre, vous pensez qu'elle est un peu trop sexy et qu'elle cherche un autre copain que vous, ça peut suffire pour que vous sentant mis en danger et avec cette impulsivité-là, vous soyez dans une agressivité. Je vous rappelle la différence, hein. La violence, c'est un élément pulsionnel, qu'on agit ou qu'on n'agit pas, et l'agressivité, c'est le fait d'attaquer l'autre avec cette force pulsionnelle. Donc, il faut qu'on soit au clair là-dessus. Donc, je vous ai parlé des signaux d'alarme qui permettraient qu'on fasse un peu autrement avec cette histoire-là de violence. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'arrête un instant sur la probabilité d'une agression. Une agression est extrêmement probable quand la situation est perçue, interprétée et vécue de façon telle que l'agression paraît à l'agresseur la stratégie appropriée. On est clair? Quand je fais ça, ça marche. Pourquoi il peut penser ça? Parce qu'il y a une éducation traditionnelle, parce qu'il y a des rôles et des places et des notions rigides, hiérarchisées, parce qu'il a du pouvoir, parce que la société est tolérante, pour les mille et une raisons, mais il peut interpréter que, ma foi, marquer sa force, c'est une façon efficace de fonctionner. En plus, il faut que la situation se soit répétée et qu'il ait vérifié qu'effectivement, ça n'est pas une fois, mais plusieurs qui peuvent exister et que ça dure. Non seulement ça marche, mais ça peut durer. Et le troisième élément, c'est quand rien ne vient retenir l'agresseur. C'est-à-dire quand le judiciaire ne s'en mêle pas, donc vous n'avez pas porté plainte, bien sûr, et quand eh bien, madame ou monsieur ou l'autre, la victime, n'a pas appris à se protéger. Alors, qu'est-ce qui peut retenir un agresseur?
Ben, on va être basique. Hein. Le premier élément, c'est s'il y a un coût élevé à l'agression, c'est-à-dire s'il y a des sanctions, et des sanctions, la justice, mais une autre sanction affective très dure, qui est la séparation. Elle n'en peut plus, elle s'en va. Ça, c'est vécu comme une sanction terrible. Hein. Les personnels qui travaillent dans les centres d'hébergement disent on a beaucoup de mal à faire en sorte qu'ils ne viennent pas harceler dès qu'ils connaissent l'adresse, etc. On est très mal en point avec reviens. Hein, parce que le pire que tout, c'est l'abandon, c'est la séparation. Alors, malheureusement, il y a peu de situations dans lesquelles, malheureusement et heureusement, de situations dans lesquelles les femmes exercent des représailles. Ce qui arrive, c'est qu'au moment où elles sont violentées, il y ait des violences mutuelles. C'est-à-dire qu'il y ait de la réponse physique pour se défendre. Plutôt que d'avoir mis en place d'autres choses plus contenantes, comme ce que je vais vous dire, de fermer, avoir les médicaments sur soi, enfin, une série de choses comme ça. Ce que l'on sait, c'est que là où les conduites agressives sont tolérées, il y a une plus grande probabilité de les exercer, ces conduites agressives, parce que tout de suite la hiérarchie fait qu'il y a un supérieur et un inférieur, et que donc on peut attaquer sans peine une personne qui est dévalorisée. Vous me suivez? Donc le fait de dévaloriser autorise le passage à l'acte. Donc vous voyez les combats amenés pour qu'on arrête avec les éléments de hiérarchie. Et puis évidemment, ce que l'on sait en criminologie, c'est que plus il y a d'attachement, non seulement à son épouse, à sa famille, mais plus il y a d'appartenance à un groupe social, plus il y a de possibilité d'être regardé et d'avoir à subir la honte d'un regard qui nous met en cause. Autrement dit, plus il y a de lien social et moins il y a de risque de passage à l'acte. Et c'est pour ça que nous avons actuellement des éléments de violence qui ont toujours existé, mais qui continuent d'exister parce que justement, on est dans une société qui est quand même de moins en moins, avec de moins en moins de liens. Voilà. Alors, en prévention, qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis je conclurai peut-être là-dessus. Après, en traitement, on s'en parlera comme ça, si vous voulez, ce sera plus simple. Je ne vais pas faire trop long. En prévention, évidemment, l'éducation au respect, au sexe, au genre, enfin bon, voilà. Aussi, l'acquisition de conduite pro-sociale. C'est quoi le pro-social? Le souci de l'autre, dans le lien tout simple, au travail, dans le milieu de loisirs, dans la vie courante, l'aide, l'écoute, l'accompagnement, etc. Ces éléments-là, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le premier niveau de traitement des agresseurs sexuels. C'est le travail pour qu'ils acquièrent des conduites pro-sociales. Le jour où un homme a beaucoup moins peur de dire « Madame, vous me plaisez », autrement, mais c'est le sens, le jour où il a moins peur de faire ça, il agresse. Donc, voilà, l'acquisition de conduite pro-sociale, l'éviction de l'érotisation de la violence, ça je crois qu'il faut, c'est vraiment un combat à poursuivre. Il n'y a pas de raison que le fait de frapper soit quelque chose qui fasse jouir. Il n'y a pas de raison. Donc là, il y a quelque chose qui devrait nous mobiliser, je pense, davantage. Il y a aussi à réinventer, si on peut dire comme ça, réinventer les sentiments, c'est-à-dire revenir à l'empathie, revenir à valoriser l'affectivité, le lien entre les gens, la parole douce, les contacts de tranquillité, de valoriser la paix, enfin bon, tout ce travail-là. Et puis surtout, traiter la conflictualité dans les couples. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas suffisamment de lieux de droit commun, c'est-à-dire qui ne coûtent pas aux citoyens, dans lequel un couple qui commence à sentir que dans les disputes, ça monte un peu trop, et il faudrait qu'on trouve une manière de faire baisser le mercure, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits gratuits, où les couples puissent aller dire on se démerde pas.
on n'arrive pas à s'en sortir, on est en train de prendre une mauvaise façon de faire, et pourtant on sait. Donc il faut nous aider là, il faut trouver quelque chose pour que ça aille. On a très peu d'espaces libres d'accès, gratuits, dans lesquels, moi j'ai été très tentée de le monter à un moment donné, mais bon, c'est compliqué cette affaire. Je veux dire, sur le plan institutionnel, etc. Mais voilà, c'est parce que c'est compliqué que ça n'existe pas. Mais on en a fortement besoin. Dans les échanges avec Coutenceau, à un moment donné, on a travaillé ensemble sur des conférences, etc., sur la violence, et il me disait, mais arrête avec ce truc, monte des endroits où on travaille sur la conflictualité. Ouais, d'accord, qui paye. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, c'est essentiel. Et l'autre chose qui est vraiment très, très importante, et ça, je vous renvoie au travail d'Ivan Jablonka, hein, c'est la promotion de la civilité amoureuse. C'est quoi la civilité amoureuse? C'est ne pas se jeter sur la bête, quoi. C'est commencer par dire bonjour, c'est être respectueux de l'autre, c'est savoir se maintenir à distance tant qu'il n'y a pas une proximité qui a été autorisée. C'est attendre, c'est accepter qu'il y ait des étapes dans une rencontre, c'est solliciter l'autre, même en couple. Bon Dieu, on n'est pas... Le viol entre époux, ça existe. On a le droit de dire non. Et donc la civilité amoureuse doit se poursuivre, y compris quand on est en couple. C'est pas seulement pour conquérir qu'on a besoin de civilité amoureuse. C'est tout au long du parcours qu'on a besoin de civilité amoureuse. Stop. Voilà. Bravo. Un peu d'eau, parce que j'ai un fond de rhume et j'ai la voix qui fait des 8. Alors vous êtes deux, je ne sais pas l'un ou l'autre, comme vous voulez. Allez-y, pas de problème. Moi, je voulais juste savoir, parce que du coup, la relation, elle se met en place pendant que les gens sont en couple, ou est-ce qu'il y a des gens qui déjà d'eux-mêmes sont fondamentalement psychopathes Non, ils ne sont pas forcément psychopathes, enfin les psychopathes oui, mais les autres, les psychopathes ils ont commencé bien avant à chaparder, voler, cogner, c'est une carrière qui commence tôt. Hein, voilà. Mais les autres, aussi bien les violences cycliques que les hypercontrôlants, etc., enfin, cette partie-là qui est quand même l'essentiel, les psychopathes c'est tout petit, heureusement pour nous. Hein, mais les autres, ce qui va se passer, c'est qu'il y a, je vous ai parlé de ce fond de colère retenu, hein, de cette souffrance, ils se bloquent eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à dire pourquoi ils sont coincés, ils n'ont pas accès facilement à leurs propres émotions, donc ils n'arrivent pas à s'ouvrir à l'autre, et ça monte à l'intérieur, ça monte jusqu'à l'explosion, alors que s'ils n'essayaient pas de réguler, très souvent avec l'alcool, un homme sur deux quand même, hein, qui est violent, hein, de réguler avec l'alcool, de réguler avec des psychotropes, et s'ils arrivaient à échanger avec l'autre du couple sur le fait qu'ils sont en difficulté, on n'aurait pas un taux d'agression aussi élevé, mais c'est très difficile d'arriver à faire monter une parole sur soi, sur quelqu'un qui a été, nous on dit une faille narcissique, enfin, qui a été fragilisé, qui est dans une vulnérabilité. Ils se coincent parce que leur vulnérabilité leur interdit de demander de l'aide. Ils ne correspondent pas au modèle viril à l'intérieur. Alors ils le font de dehors. Mais du coup, est-ce qu'ils n'ont pas déjà en fait en eux en puissance quoi, enfin... Il y a les traits de personnalité, ils commencent à se construire dans l'enfance, hein, et ils continuent tout au long de la vie. Heureusement pour nous, parce que sinon, quel serait l'espoir de changement? C'est parce que ça peut changer qu'on peut bosser avec eux. Hein, et parce que, comme par exemple, ils sentent venir le malaise, ils peuvent travailler à le contrôler. Un des éléments sur lesquels on travaille, c'est ce qu'on appelle la coupure intentionnelle. C'est-à-dire quand je sens que des choses négatives en moi commencent à monter, j'attends pas que ça devienne massif. Donc je m'en vais faire le tour du quartier, je m'en vais téléphoner à quelqu'un que j'aime, je descends au garage, mais à minima, je quitte la pièce. Mais
pour ne pas me trouver avec ma conjointe où je sais que le simple fait qu'elle me regarde, boum, ça va faire monter, même si elle ne dit rien. Parce que si elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle subit. Si elle subit, c'est parce que je l'ai déjà frappée, donc c'est que je suis un connard et ça, je ne le supporte pas. Vous voyez? Et du coup, est-ce que s'il y avait, par exemple, comme vous disiez à la fin, les centres gratuits, des cours de parole, etc., est-ce que ces hommes-là seraient prêts à faire peut-être pas la démarche d'eux-mêmes, mais du coup faire la démarche quand même, même accompagnée de quelqu'un, de venir pour parler, pour discuter, pour justement essayer de s'apaiser? Ils viennent aussi d'eux-mêmes. D'accord. Pas beaucoup, mais c'est justement pour dire qu'il peut y avoir à un moment donné la conscience. Il y en a un tiers qui s'arrête d'eux-mêmes. Quand même. Voilà. Donc, nous, on avait dans le pôle où je travaillais là, il y avait des hommes essentiellement agressés par la justice, hein, mis en cause par la justice. Donc il y avait eu une enquête, etc. Vous ne pouvez pas dire c'est pas moi, c'est le voisin, ou elle est tombée dans l'escalier. Hein, voilà. Il y avait eu une enquête. Mais, comme c'était un lieu connu, il arrivait que des hommes viennent en disant écoutez, moi j'en aurais besoin. Voilà. Même s'il n'y avait eu aucune alerte judiciaire. Oui. Alors moi, je voulais savoir si dans l'idée d'un père narcissique, est-ce qu'après il pouvait glisser, vu qu'il est dans une impunité, il est en train de prendre un peu de pouvoir, se comprend qu'il peut avoir une assise sur sa mémoire, est-ce qu'il peut glisser vers quelque chose d'un peu plus violent, Ah ben oui. passer dans l'obscur du psychopathe? Est-ce que ça, c'est possible? Glisser jusqu'à devenir psychopathe, non, parce que psychopathe, on le voit dans le cerveau. C'est terrible, hein, mais c'est vrai. On voit, il y a des zones qui s'activent. Hein. Donc, non. Mais ce qu'il peut faire, c'est, oui, devenir davantage, puisqu'on a une activation. Enfin, je ne voulais pas faire trop technique, hein, mais lorsque un passage à l'acte produit du calme chez soi, produit le fait qu'on va pouvoir se rabiboucher, ou produit du fait que l'autre, du coup, se conforme à ce qu'on veut, on a, dans le cerveau, une activation du circuit de la récompense. Comme quand vous avez pris une drogue. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on sent venir, c'est quelque chose sur quoi on peut intervenir, c'est quelque chose qui se repère, pour l'un et pour l'autre. Lui, il le sent venir, et elle le voit. Donc puisqu'elle le voit, on peut imaginer qu'on l'accompagne, cette femme, pour qu'elle mette en place des éléments de protection d'elle-même. Elle pense toutes, quand il y a des enfants, à protéger les enfants, croit-elle. Hein? On les envoie dans leur chambre et tout, comme ça ils ne voient pas. Non, ils ne voient pas, ils entendent tout, mais ils ne voient pas. Donc ils sont impactés quand même. Mais il y a une volonté de protection. Mais pour elle-même, il faut avoir le portable sur soi. Il faut peut-être dire, écoute, là je sens que ça ne va pas bien. Hein? Et puis peut-être aller dormir ailleurs avec les enfants. Il faut peut-être appeler les lieux associatifs ou autres par lesquels on est soutenu. Il faut peut-être... voilà, il y a des choses à faire pour se mettre en protection. Mais du coup, vu qu'on est dans une société qu'on peut dire quand même très patriarcale, on a fait tous un peu le constat de cette hyper-violence, de cette hyper-masculinité, virilité qui est faite sur le muscle, sur le pouvoir, sur la force, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, de travailler ça à la base? C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de réparer des choses qui ont été installées depuis des années et des années et des années, qui sont dans notre inconscient collectif. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, d'aller chercher une source au départ, de pouvoir essayer d'expliquer certaines choses aux enfants qui sont prêts à accueillir des tas de choses? Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. De trouver, de comprendre, d'essayer de trouver un peu une justesse, parce que même petits, les enfants petits, ont l'impression qu'ils sont déjà manipulés en leur disant qu'ils soient forts, des super-héros, les garçons, les filles, attendent le prince charmant, et puis jouer à la poupée. Et j'ai beaucoup aimé à un moment donné où il était pris en question
une poupée, si la petite fille veut un canon, elle aura un canon, enfin peu importe, on se manque un petit peu d'école. Je sens qu'il y a eu quand même beaucoup de réticence à tout ça, on est encore au petit garçon c'est le bleu, et la petite fille c'est le rose. Et est-ce que vous, en tant que professionnel, vous n'avez pas eu envie, ou vous avez essayé d'aller un petit peu, secouer un petit peu le ministère de l'éducation, enfin, dans les écoles, enfin, faire des choses qui puissent... Écoutez, moi je travaille à déconstruire les représentations et les discours là où je suis. Par ailleurs, comme par hasard, j'ai monté et animé un REAP, c'est-à-dire un réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Parce que mettre un string à une petite de 4 ans, je ne crois pas que ce soit une chose intéressante. Vous voyez? Voilà. Donc j'ai travaillé avec les parents, oui, pour qu'il y ait une autre approche des représentations et des rôles. Mais je vous ai dit que je parlerai des traitements en réponse comme ça. Hein. Quand on travaille avec un couple, enfin avec un homme qui a exercé des violences, le premier travail à faire, c'est évidemment de reconstruire ce que sont les droits mutuels et les espaces mutuels. Parce que si vous ne reposez pas le fait qu'il y a des droits, à ce moment-là, on ne peut pas parler d'échange, j'allais dire 50-50. On ne peut pas parler de liberté mutuelle, on ne peut pas parler du fait que madame, elle peut entrer et sortir comme elle le souhaite. On ne peut pas... Vous savez, nous sommes des fois dans des situations où nous avons affaire à des personnes qui ont une vision très traditionnelle de la famille. Et donc, nous avons du travail autour de ce qui est permis ou pas. Hein? Donc, nous avons un gros travail de déconstruction de la vision, de l'image que certains hommes se font du couple, hein, et de ce qui est attendu de l'épouse. Oui, allez-y. Et en même temps, est-ce que, moi c'est une question que je pose, parce que je n'ai pas la réponse en fait. Est-ce qu'on a, enfin, aujourd'hui, ne serait-ce que dans les, vous avez évoqué ça tout à l'heure, dans le cinéma, dans les publicités, sur les affiches, les discours qui sont faits, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout est fait pour que justement ça ne change pas tout ça, j'ai l'impression que moi c'est plus fort, c'est devenu plus fort, peut-être parce que c'est plus régulier, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort, c'est une espèce d'image hyper surpuissante de l'homme et de la femme qui devient finalement juste un objet de consommation. Je ne sais pas si c'est plus fort, ou si c'est nous qui sommes de plus en plus sensibles et qui sommes irrités plus souvent par ce qui nous agresse, hein, dans les images et le reste. Mais ça, c'est le travail militant, c'est le travail associatif, c'est faire pression à point tel que ce soit pris en compte. Vous savez, quand j'ai commencé, je le disais l'autre fois en riant, mais presque en pleurant, la première fois que j'ai fait une formation sur ces thématiques-là, c'était avec des policiers. J'ai poussé la porte et j'ai eu un éclat de rire général avec « Tiens, voilà la femme battue ». D'accord? C'était il y a longtemps. Je suis une vieille dame. Mais en 86. Ah ouais? En 86. Oui, j'ai commencé il y a un peu. Et aujourd'hui, vous avez des formations. Là, en ce moment, par exemple, aujourd'hui, j'ai été à nouveau sollicitée pour une formation à la pénitentiaire, par exemple. Vous voyez, les professionnels se forment, le personnel des tribunaux, les greffiers, etc., travaillent à se former. Ça y est, ça a été décidé au niveau du ministère. Voilà, ça commence à devenir un objet partagé, c'est-à-dire une problématique partagée, véritablement partagée. Alors que, jusqu'à présent, disons, il y a peu de temps, c'était une problématique singulière, où on disait, enfin quand même, madame, tous les couples ne se battent pas. Non, bien sûr. Mais il y en a suffisamment pour qu'on s'en occupe. Vous voyez? Donc voilà, et c'est pour ça que ça me semble, moi, intéressant de travailler à la conflictualité. C'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord dans un couple. Heureusement, c'est la vie. Qu'on ne soit pas d'accord sur tout, ça veut dire que l'autre existe et nous aussi, et qu'on n'a pas les mêmes envies, et qu'on n'a pas les mêmes goûts, etc. Et c'est heureux qu'on ne soit pas d'accord. Il faut qu'on apprenne à gérer le fait de ne pas être d'accord pour arriver à une solution. Et si nous n'y arrivons pas, il faut que nous ayons des lieux où nous apprenons à le faire.
Parce que sinon, on va droit vers des choses difficiles. Oui, alors je sais pas. Comme vous, on fait comme ça va? Allez. J'avais deux questions. La première, quelle est la différence entre sociopathe et psychopathe? Oui. Et la deuxième, est-ce qu'on est ou pas psychopathe, ou est-ce qu'une personne peut avoir des traits psychopathiques? Non. Alors, on peut avoir des traits agressifs très marqués, hein, mais pour autant, on n'est pas psychopathe. Hein, voilà. Ce qui va faire le psychopathe, c'est comme toujours, dans tous les troubles de la personnalité, c'est quand il y a une rencontre entre une difficulté particulière, un trouble, c'est quelque chose qui vous caractérise, vous êtes impulsif, vous êtes dominant, vous avez une peur forte de l'abandon, vous êtes rigide, etc. Ça c'est vous, c'est un trait. Mais il faut qu'à ça s'ajoute une situation qui fait que votre façon d'être s'exprime. Or, ce que l'on voit, c'est que ces traits de personnalité très singuliers, dont on voit la puissance, ils s'exercent dans une situation particulière qui est le rapport intime, le rapport privé, le rapport familial. La différence avec le psychopathe, c'est que lui, il va être en tension agressive avec quiconque et dans de très nombreuses situations. Alors que le violent cyclique, lui, ne va exprimer ses traits d'inquiétude et d'agressivité que en milieu familial et très souvent que par rapport à sa femme, relativement peu souvent par rapport aux enfants, et que les super-contrôlants, les hyper-contrôlants, etc., vont exprimer leur tendance à la rigidité, à l'exigence, à la froideur, etc., en milieu familial. C'est-à-dire que l'épouse y a droit, mais assez souvent les enfants aussi. Donc il n'y a pas de violence physique, il y a de la contrainte morale, il y a de la difficulté psychologique, il y a de la non-écoute, il y a de la rigidité. Et vous disiez qu'un psychopathe avait commis plusieurs délits ou... Mais bien sûr. Et du coup, il y a un type particulier, ça peut être du détournement de fonds, Oui, c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on pourrait appeler en criminologie une carrière délinquante. C'est-à-dire, il y a une opportunité là, de chipper une carte bleue dans un sac, je le fais. Et il y a une opportunité de prendre une voiture parce que j'en ai pas et que j'ai envie d'aller ici ou là, je la prends. Il y a une opportunité de coincer une fille dans un coin, je le fais. C'est du même niveau, vous voyez. Il y a une opportunité. Je ne suis pas retenue par ce que la loi pose comme limite, mais je ne suis pas non plus retenue par une morale ou une intégration de quelque chose qui fait que je fais une différence importante quand même entre le bien et le mal. Vous voyez? Je ne suis pas retenue par cette frontière-là. Et le sociopathe? Et le sociopathe, c'est quelqu'un qui agresse surtout dans des situations qui sont justement des situations sociales, alors que le psychopathe va agresser en social et en individuel. Voilà. Un psychopathe va agresser aussi bien au moins dans la rue qu'il agressera sa femme, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il a un lien. D'accord? Quelqu'un qui est sociopathe, il est touché dans les liens sociaux. Donc il agressera de préférence des gens qu'il ne connaît pas. Mais ça ne change rien à l'histoire, il agresse quand même. Est-ce qu'il y a, je ne sais plus, c'était où? Est-ce qu'on observe des traits aussi chez les personnes agressées qui peuvent être combinés ou des combinaisons vraiment très perdantes ou des profils un peu particuliers? Oui, ça c'est la partie cachée de l'iceberg. Parce qu'on n'a pas très envie de se dire qu'une femme victime, elle a peut-être allumé la mèche. Oui. C'est-à-dire qu'elle a été harcelante ou qu'elle a été... Il y a des chippies quand même, avouons-le, on ne le dira pas trop fort, mais c'est une réalité. Hein. Donc il peut y avoir des femmes qui sont vraiment très agressives ou effectivement harcelantes, etc. Et une chose qui est très mal vécue par certains hommes vulnérables, justement, c'est le fait que la femme soit insatisfaite de quelque manière que ce soit, hein, de leur vie, de l'argent, de leur niveau de vie, de ceci, de cela, et qu'elle fasse reproche, parce que reproche, ça veut dire
je n'y arrive pas, faille narcissique, humiliation de l'enfance, et voilà, on est reparti. Donc, vous voyez. Donc, comment nous faisons-nous pour ne pas, dans les conflits, qui que ce soit d'ailleurs, ou en amitié pareil, pour ne pas appuyer là où ça fait mal, quoi. Alors, on a quelquefois ces comportements, vous pouvez le dire, mais ça n'est pas parce qu'il y a un couple dysfonctionnel, ça n'est pas parce qu'une femme appuie là où ça fait mal que ça autorise le passage à l'acte. Donc on est clair, dans un couple, la conflictualité, elle dépend des deux, mais la violence, elle dépend de celui qui l'a fait, l'acte violent. D'accord? Donc on sépare les deux. Tant qu'on reste dans la conflictualité, les deux sont impactés, et donc les deux ont à changer quelque chose. Quand on est dans la violence, celui qui frappe a passé la ligne jaune. C'est lui qui est responsable de la violence. Par contre, il n'est pas responsable du conflit, ni de la manière dont le conflit a été traité dans un premier temps. Donc il y a bien quelque chose là à apprendre sur comment gérer les conflits. Et là, à apprendre par les deux. Est-ce que je suis claire? Non. Par exemple, sur le... Peut-être je mettrais un peu à part le... Enfin, moi, je mettrais un peu à part le profil des psychopathes. Et, bien sûr. Où il peut y avoir une perception déjà au moment de la rencontre. Est-ce qu'il y a des traits qui vont chez les personnes qui vont aller vers ces profils psychopathes qu'on Oui, observe? et les Canadiens, par exemple, distribuent dans les collèges et les lycées des petites fiches lors de rencontres avec les jeunes pour alerter un peu sur des éléments qui ne sont pas positifs dans la constitution d'un couple. Hein. Par exemple, si quand vous êtes en relation, mais même tout jeune, l'autre se plaint toujours que c'est votre faute si ça ne marche pas, vous deviez vous retrouver, puis vous n'êtes pas allé voir le bon film, etc. C'est votre faute, hein, et vous avez 15 ans. Hein. Vous êtes jamais à l'heure, donc c'est difficile pour lui. En gros, toutes les conduites d'échec ou les ratages, c'est vous qui en êtes responsable. Voyez, ça c'est un élément. Lorsque cette personne vous parle de cauchemars, de tension, lorsque, pour les plus grands, hein, il parle de consommation de psychotropes, important. Lorsqu'il parle d'une situation familiale où il y a eu de la violence, lorsqu'il y a une série comme ça, hein, de critères qui amènent à dire voilà, vous vous engagez avec une personne qui a vécu des choses difficiles et peut-être les a dépassées, faisant confiance, hein, mais peut-être pas. Donc, voilà. Alors, on peut discuter de ce type de prévention, mais en même temps, il dit, là, il y a une série de cases cochées qui font penser que ce ne sera pas facile. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Vous avez dit que les hommes violents, souvent ils venaient de familles où il n'y avait pas d'amour, où le père, souvent, il était lui aussi violent et où la mère, elle ne donnait pas d'amour. Est-ce que c'est le cas de tous les hommes violents ou est-ce qu'il y a des hommes violents qui naissent même dans des familles où il y a beaucoup d'amour et de bonheur? Alors, on n'a pas trop, alors ça existe bien sûr, hein, mais ce n'est pas l'élément dominant. Les éléments dominants qu'on a repérés jusqu'à maintenant, c'est des familles dans lesquelles il y a de la violence, des familles dans lesquelles il y a de la consommation de toxiques, alcool, psychotropes, etc. Des familles qui ont des fragilités psychiques quelquefois, hein, voilà. Et c'est-à-dire tous les éléments dysfonctionnels qui font qu'une personne est déjà fragile et qu'elle élèvera son enfant avec des fragilités parce qu'elle-même est déjà dans des fragilités. Mais bien sûr que ça existe des hommes ou des femmes. J'ai oublié de dire quand même qu'une femme battue sur 10 est un homme. Donc il y a des femmes qui exercent de la violence véritablement. Donc ça existe bien sûr. Mais ce n'est pas l'élément le plus fréquent. Hein, voilà. Parce que si vous voulez, on a essayé de voir qu'est-ce qui influait de manière un peu massive.
et je suis dans une famille dysfonctionnelle et violente, ou qui consomme et qui est un peu asocial, c'est un élément relativement massif. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que ça. Oui. Oui, mais justement, la question c'était est-ce que les profils que vous avez cités marchent aussi pour les femmes ou est-ce que c'est différent? Alors, ça marche aussi pour les femmes à ceci près qu'une femme qui est en grande difficulté de vulnérabilité, si vous voulez, elle va plutôt dans un premier temps s'auto-agresser avant d'agresser l'autre. D'accord? Elle va d'abord s'auto-agresser parce que ça va de pair avec une place de soumission, avec la vulnérabilité apprise, avec le fait qu'on n'a pas le droit, etc. Donc l'interrogation, ce sera d'abord je vais passer à l'alcool, je vais m'arracher les cheveux, et puis un jour j'en pourrai plus, et là je déborde. Et là je déborde. Et c'est pour ça que vous avez, voyez, les meurtres d'hommes violents commis par des femmes, je pense à Jacqueline Sauvage, mais à d'autres. Hein. Ils viennent au bout du bout du bout du bout. Et les juges disent, mais merde, pourquoi elle attend 20 ans de coups pour réagir? Ben parce que si elle avait été élevée dans un contexte autre, où elle se sente puissante, elle n'aurait pas commencé par plier. Le problème, c'est que nous commençons par plier, plutôt que d'apprendre à nous protéger. Et apprendre à se protéger, c'est apprendre à dire non, c'est apprendre à poser ses envies et ses idées, ses opinions comme quelque chose de respectable. C'est réagir quand l'autre passe les bornes avec tranquillité, etc. C'est réagir. Et c'est encore une fois apprendre à traiter la conflictualité dans les couples. Mon Dieu, soyons en désaccord pacifiquement. C'est vraiment nécessaire, ça. Oui. Du coup, est-ce que si la société dans laquelle on vivait et dans laquelle on a grandi n'était pas patriarcale, mais du coup égalitaire, il y aurait une chute vraiment significative des violences Ah, si on était dans une situation égalitaire, bien entendu. Pourquoi? Parce que la conflictualité se traiterait de partenaire à partenaire. Ce que vous dites a du sens. Je le prends comme tel. Ce que je dis a du sens. Vous le prenez comme tel. Et donc, si nous allons chercher à trouver un consensus, bon Dieu, on le fait au travail, on le fait en milieu associatif, on le fait avec les amis. Il n'y a que dans le couple qu'on se fiche sur la gueule. C'est insensé. Du coup, il n'y aurait pas eu d'augmentation des violences d'un côté, mais vraiment une diminution des violences de l'autre. Mais bien entendu, parce que nous aurions une capacité à dire ce qui ne va pas, et à le dire d'une manière telle que l'autre puisse l'entendre, et qu'on puisse en échanger. Vous voyez, que ça fasse ça. Et à partir du moment où on échange, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un surplomb et un empêchement de parler. Parce qu'en fait, la violence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait taire. Est-ce qu'il y avait par exemple l'inversion qu'on vivrait dans une société patriarcale et on a décancé dedans, est-ce qu'il y aurait vraiment une augmentation des violences des femmes faites aux hommes ou pas du coup? Alors, Oui, il y a des endroits où on a essayé. Il y a des peuplades, hein. Ça a été travaillé. Vous allez faire un tour au café des ethnologues, ils vous expliqueront ça très bien. Au café des ethnologues, hein. Ils vous expliquent ça très bien sûr que ça existe. Mais ce sont des sociétés dans lesquelles les pouvoirs sont quand même divisés. Par exemple, vous avez un pouvoir économique des femmes, mais pas de pouvoir spirituel. Oh, c'est bizarre, chez nous, ils ont les deux. Voilà, vous voyez? Donc, et oui, ce qui fait que quelque chose s'équilibre du fait qu'il y a un partage des pouvoirs. Les zones ne sont pas les mêmes. Alors que chez nous, il y a un cumul des formes de pouvoir.
c'est comme ça. Parce qu'on a avancé comme ça dans les sociétés occidentales. Les hommes ont le pouvoir économique, ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir spirituel, et donc eh ben, il n'y a plus d'espace pour nous, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est inégalitaire. Et le terrible de l'affaire, c'est que la différence du corps, etc., a fait hiérarchie. C'est-à-dire que ça a suffi que nous soyons différentes et que nous ayons le pouvoir de saigner sans mourir et de fabriquer des femmes, c'est-à-dire des personnes qui nous ressemblent, mais aussi de fabriquer des hommes, c'est-à-dire des personnes différentes. Ça a été vécu par les hommes il y a longtemps, hein, comme quelque chose d'un pouvoir tellement insensé que ça ne pouvait pas exister en tant que tel. Donc il y a eu une recomposition des pouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs dits de nature, c'est-à-dire faire des enfants, c'était bon pour nous, et les pouvoirs autres, c'est-à-dire les pouvoirs sociaux, la politique, l'économie, le spirituel, pour les hommes qui, eux, ne faisaient pas d'enfants. D'accord ? Mais qu'est-ce qui a fait que dans cette société patriarcale, les hommes ont voulu prendre le pouvoir et tous les pouvoirs, et que du coup, dans ces autres sociétés, etc., il y a eu du coup une division des forces, quoi, des pouvoirs, ouais, c'est vraiment une séparation. Alors, il faudrait... Qu'est-ce qui a fait que dans l'histoire, les hommes, du coup, sont vraiment appropriés Alors là, on ne va pas le traiter ce soir parce qu'on aurait à travailler. Ça, franchement, sur le plan historique et sur le plan de l'ethnologie, c'est-à-dire comment nous faisons société ensemble, hein, il y a vraiment des choses magnifiques qui ont été écrites, en tout cas sur la hiérarchie, qui fait que les hommes ont des pouvoirs et les femmes non. Lisez Françoise Héritier, par exemple. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé là-dessus, sur la hiérarchie. Pourquoi la différence a fait une hiérarchie et pourquoi cette hiérarchie est au détriment des femmes. Voilà, ça a été sa recherche et c'est vraiment, c'est très beau à lire en plus, c'est très bien écrit, vous voyez. Donc, quand on commence à réfléchir, c'est bien d'aller voir un peu dans les bouquins, il y a de belles choses là-dedans. Hein. Allez-y, allez voir. Oui. Moi j'ai une question sur la structuration de la prise en charge des auteurs que vous faites. Oui. Est-ce que c'est uniquement basé sur des groupes de parole et l'intervention d'experts ou est-ce que vous alliez aussi, par exemple, des activités culturelles ou sportives comme stratégie d'évitement de la violence, par exemple? Alors, nous avions un protocole qui avait été défini avec le parquet puisqu'il nous orientait des hommes qui avaient commis des actes qui étaient mis en cause. Donc là, nous étions dans une forme de tranquillité. C'était pas monsieur peut-être, c'était établi. Nous avions les PV d'audition de gendarmerie et de police. Donc nous avions l'étayage judiciaire. D'accord ? Nous avions la possibilité de démarrer par un entretien individuel qui faisait que nous arrivions à distinguer à peu près à quel type d'hommes en difficulté nous avions affaire. Parce que dans un groupe, il y a des hétérogénéités qui fonctionnent et d'autres pas. Par exemple, avoir quelqu'un de très jeune, ça nous est arrivé d'avoir dans le groupe quelqu'un de 19 ans et quelqu'un de 70. D'accord ? Mais il y a un intérêt à faire ça aussi. Donc il y a ça qui peut se gérer. Mais lorsque vous avez trop d'hommes qui sont sur de la rigidité, ça bloque le groupe parce qu'on a besoin d'avoir des personnes qui, quand même assez rapidement, s'ouvrent à reconnaître qu'effectivement, il y a eu des faits. Parce qu'une chose est que nous le sachions, une autre chose c'est qu'ils le reconnaissent. Parce que tant que vous n'avez pas reconnu que vous avez tendance à produire ce type d'acte, pourquoi changeriez-vous? Et nous avons un temps très court, c'est-à-dire nous avons 12 séances qui sont passées à 8 après. Problème d'argent. Voilà, donc 12 séances d'1 heure et demie, 2 heures, avec une douzaine de personnes à faire bouger dans le mental, hein, pour déconstruire des représentations, arriver à ce qui est une expression des émotions voilà, qui arrivent, arriver à un accès à la responsabilité. Oui, je peux contrôler,
Et donc, nous leur faisions signer quand même que s'il y avait le moindre acte de violence qui se produisait pendant la prise en charge, on arrêtait tout. Et on renvoyait au tribunal, le tribunal sanctionnait. Donc là, on était dans, pour le moment, les sanctions sont suspendues au bénéfice des résultats positifs de la réflexion. On travaillait en parallèle avec les femmes qui, elles aussi, étaient reçues un entretien, qui, elles aussi, travaillaient à la représentation qu'elles avaient du couple, la représentation qu'elles avaient de la conflictualité, comment elles se situaient là-dedans et qu'est-ce qu'elles pouvaient bouger, elles, de leur côté. Nous avions un entretien de couple, là où c'était possible, pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre eux, au début, au milieu et à la fin. De toute façon, si nous n'avions pas pu rencontrer ces femmes en entretien de couple, nous les contactions de toute façon à la fin pour savoir si, parce que des fois les couples sont séparés, hein, mais du fait de l'autorité parentale, ils continuent de se voir par rapport aux enfants. Hein, et nous avions besoin de savoir par l'épouse, corroboré par l'épouse, qu'effectivement il y avait eu un changement et que ce changement avait été positif. Si monsieur disait j'ai changé, etc., mais que l'épouse disait il pourrait faire mieux, nous avions de toute façon obligation de retourner au tribunal un document de fin de prise en charge qui était signé par nous et qui était signé par l'auteur, c'est-à-dire par le monsieur mis en cause, sur lequel nous indiquions si la présence avait été constante, s'il n'avait pas été constante, de toute façon on arrêtait, et quels étaient les points sur lesquels il y avait eu évolution. Voilà. Et ça, c'était signé par lui et c'était signé par nous. Je pense que pour qu'il y ait un véritable travail de déconstruction de ce à quoi on croit comme autorisation et un travail de contrôle de soi plutôt que de contrôle de l'autre et un travail d'établissement de frontières saines dans le couple, il faut qu'il y ait en même temps un accueil bienveillant de la personne, même si elle a commis des actes violents. Qu'il y ait un ressenti de confiance dans le changement qui peut se produire, mais qu'en même temps, il y ait un élément judiciaire qui est là pour dire on ne fait pas ça seulement par bonté. On fait ça parce qu'il y a des faits délictueux et que voilà, une sanction peut tomber si les choses ne changent pas. Donc il y a à la fois ce qui devrait nous constituer tous, c'est-à-dire le lien et la loi. S'il y a trop de lois, on est dans la rigidité et on crève, et s'il y a trop de liens, on est dans la perversion parce qu'il n'y a pas de limite. D'accord ? Donc nous avons tous besoin de liens et de lois. Donc nous nous étions chargés de faire fonctionner un système où les deux éléments étaient présents. Nous avions des partenaires sur l'addicto, les gens qui venaient par rapport à l'alcool, les consommations de toxiques, etc. Parce que ça ne sert à rien de chanter, vous pouvez vous maîtriser si monsieur consomme, monsieur ou madame, parce qu'on a eu des groupes d'âmes, de femmes violentes aussi à traiter. Donc voilà, il faut retirer la consommation, sinon c'est pas jouable. Donc ça veut dire être mis en lien, avant même d'entrer dans ce lieu de travail, être mis en lien avec un lieu qui va vous aider à travailler ça. Voilà. Et puis, il y avait un travail d'entretien individuel quand on sentait que les choses étaient un peu trop délicates. Mais il y a eu peu d'éléments extérieurs, à part un peu la presse qui est venue. Et c'était tout à fait intéressant de voir comment ces hommes qui n'avaient peut-être pas toujours parlé en nous pouvaient s'exprimer quand il y avait la presse. C'était intéressant de le voir. Mais nous avions un espace trop petit, 2 heures par semaine, pour faire avancer des gens qui sont installés dans une problématique, c'est pire, quand vous avez une douzaine de semaines. Donc nous avions instauré un suivi à 3 mois et à 6 mois pour mesurer, parce que faire changer quelqu'un sur l'immédiat, c'est un peu coton, mais on y arrive. Mais faire en sorte que ça dure, ça c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Donc on avait besoin de regarder que ça tenait un peu le choc. Voilà, et ça c'est ce que nous faisions. Et après le parquet faisait le nécessaire pour contacter 1 an après, 2 ans après, pour pouvoir établir un élément satisfaisant.
Et à 2 ans après, nous étions à 70% de résultats favorables. Oui. Est-ce que la structure existe toujours? Alors, la structure n'existe plus vraiment parce qu'il y a des questions de finances. Elle existe, si vous voulez, mais elle est tellement rabougrie qu'elle est ramenée à pas grand-chose. Elle est où? Alors, c'était à Nîmes, voilà, et c'était animé avec le CIDF. Voilà. Et en ce moment, je suis en train d'accompagner en supervision une équipe qui commence à se mettre en place, toujours dans le Gard, à Alès. À Alès, avec qui? Avec les... Comment ça s'appelle avec un CHRS. La CLED. La CLED. La CLED. Oui. Pour avoir rencontré deux femmes qui se faisaient battre par leurs copains, j'arrive pas trop à voir pourquoi en fait elle restait aussi longtemps avec en fait les, après il y avait un électrochoc et à un moment du coup elles avaient réussi à en sortir, mais c'était quand même pendant un long moment elles en parlaient qu'à leur meilleure amie mais qui n'était pas forcément de super bons conseils, qui disaient reste parce que c'est quand même item mais part pas, part mais part pas, c'était un peu bizarre le conseil de la pote. Mais du coup, la fille elle est restée, mais elle n'en parlait pas plus que ça. Et à moins qu'il y ait un électrochoc, à un moment qu'il la fasse partie, du coup, elle restait avec un peu dans cette espèce de relation où elle ne va bien. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne part pas plus tôt en fait. Il fallait venir à la première. Oui. Alors, je vais franchement écouter l'abbé sur YouTube, écouter la première conférence. Mais plutôt que de poser le problème, de dire pourquoi elles ne partent pas, moi je préférerais poser pourquoi elles partent. Ou qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à partir. C'est un peu plus d'espoir dans la chose. Pourquoi elles arrivent à partir? Parce qu'elles sont soutenues et non jugées. Mais elle est mollassonne, pourquoi elle ne fout pas le camp? Enfin, moi à sa place, ben oui, bien sûr, sauf qu'on n'y est pas à sa place. Hein. Donc voilà, parce qu'elles sont soutenues, parce que, très banalement, parce qu'elles protègent leurs enfants, pour celles qui en ont, et qu'à un moment donné, elles se disent c'est pas possible. Si les gamins en prennent aussi, c'est pas possible, il faut partir de là. Hein. Voilà. Parce qu'elles ont rencontré très souvent un lieu, alors c'est très bizarre parce que ça peut être une demande de logement, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une copine, mais elles ont rencontré quelqu'un qui a été, en termes savants un peu, on dirait, tuteur de résilience, c'est-à-dire quelqu'un sur qui elles ont pu s'appuyer, mais de manière très, très fraternelle, très intime, si vous voulez. Pas quelqu'un qui sait, qui vous regarde de haut, mais quelqu'un... C'est pour ça aussi, peut-être vous êtes choqués, je me le dis à l'instant, j'ai tendance à parler de manière très simple et familière. C'est comme ça que je parle aux gens. Hein. Et c'est comme ça aussi qu'ils n'ont pas l'impression d'être avec une psy qui sait des choses, voyez, avec des gros mots, mais d'être avec quelqu'un du quotidien. Hein. Donc voilà, elle a sûrement rencontré quelqu'un du quotidien qui a pu, et puis aussi parce qu'elle a pu rencontrer souvent des aides toutes simples, mais matérielles, mais nécessaires. Il y a des femmes qui restent tout simplement parce qu'elles ont 2 petits et elles habitent où? Et elles ne bossent pas. Comment elles font avec le chômage et 2 gamins? C'est compliqué. Donc il y a des femmes qui restent, non pas parce qu'elles ne veulent pas partir, mais parce que les moyens matériels de partir, ils n'y sont pas. Pas toujours. Hein. Donc on a un faisceau de causes qui fait qu'à un moment donné, on peut rester là parce qu'on ne voit pas l'issue. Et notre travail à nous, en toute fraternité, c'est bien de montrer les issues possibles. Oui? Allez-y, puis vous allez... Oui, je voulais simplement te demander s'il était possible de reparler clairement des différentes violences. Qu'est-ce que être violent? Tout à l'heure, il a été question d'obliger à ou bien empêcher. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu les différentes violences? Parce qu'on a l'impression ici qu'on parle de violence physique uniquement. Non, pas du tout. Est-ce que vous pourrez développer un petit peu? D'accord. Donc dans les violences, on trouve la violence économique,
Il y en a un qui garde tout l'argent du ménage pour lui. On va trouver les empêchements, par exemple retirer la carte d'identité, retirer la carte bancaire pour les femmes étrangères, retirer les documents officiels qui font qu'elles peuvent circuler, aller et venir, voyez. Ça, ce sont des éléments tout simples, hein, si on peut dire, d'empêchement. Vous avez tout ce qui est interdire les contacts avec les amis, les personnes de soutien, la famille, etc. Vous avez le chantage et donc toutes les violences psychologiques, hein, voilà. Et puis vous avez bien entendu les violences physiques, mais il n'y a pas que les violences physiques, il n'y a pas que les coups. Le fait, quand on a parlé sur l'emprise, on a parlé justement des violences psychologiques, hein, qui font que sans qu'il y ait un coup, vous vous pliez à l'élément dominant parce que vous ne voyez pas d'autre issue. Ce qu'on oublie beaucoup, je l'avais dit en introduction la dernière fois, c'est que l'élément premier, c'est qu'on est dans un couple, c'est-à-dire dans deux personnes qui, à un moment donné, se sont choisies, qui ont un lien affectif, qui ont un lien amoureux, donc qui sont à être très, la plupart du temps, assez profondément attachés l'une à l'autre. Donc c'est pas évident de se séparer de quelqu'un qu'on aime, surtout si ce quelqu'un est violent par crise. Parce qu'entre les crises, il est tellement adorable, tellement gentil, tellement bon père, on ne voit pas pourquoi on partirait tout de suite. Voyez ? Donc il y a effectivement différentes catégories de violences, mais en général, elles s'articulent les unes aux autres. Vous vouliez dire? Moi, je voulais savoir si en termes de modèle, en ayant eu des parents, donc une maman qui plie et un papa qui frappe, du coup, est-ce qu'en grandissant, ce genre d'enfant qui a grandi dans des familles comme ça, du coup, reproduit et se remet à la même place et ça s'articule, quoi, c'est un truc sans fin? Non, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Simplement, vous avez appris la violence à la fois comme moyen, si vous vivez dans une famille comme ça, hein, vous avez appris la violence comme moyen, alors la violence qui peut n'être que verbale, hein, mais vous avez appris la violence comme moyen de communication et comme moyen d'action. Mais du coup, est-ce qu'un homme va plus, s'il a vu comme un modèle son père faire ça, se positionner en tant qu'homme qui fera ça? Et ma deuxième question, c'était est-ce qu'une fois que les hommes sont punis, qui vont dans vos groupes et tout ça, est-ce que ça a une incidence sur les enfants, ou justement, si ce modèle-là, c'est compliqué de le casser, est-ce que le fait de voir son papa puni, ou sa maman pris en charge, est-ce que ça modifie quelque chose dans le schéma de la construction de l'enfant? Ça va beaucoup dépendre de quelque chose d'autre, qui est comment cette femme va parler à ses enfants. Oui, mais le papa, il a quand même été puni, donc à un moment donné... Oui, nous sommes d'accord. Le manque de punition, justement, de l'État actuel... Qu'est-ce qu'elle va dire, cette femme? Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va dire, tu vois, il s'est passé des choses qui sont vraiment difficiles, qui sont laides, et ça ne pouvait pas durer. Et papa a été puni pour ça. Admettons, je vais dire plusieurs choses. Mais il va revenir, et comme je l'aime beaucoup, on va essayer. Un papa peut faire des choses laides et quand même il reste un papa. Est-ce qu'elle va dire la même chose, des choses laides? Mais c'est tellement difficile que moi je ne peux pas continuer avec lui. Alors on va aller habiter ailleurs. Comment ces enfants vont gérer à la fois la rupture et à la fois l'image d'un papa qui, selon comment il est parlé par la mère, a provoqué une situation qui a amené à la rupture. C'est plus la parole qui va se poser là, quelquefois, que les actes eux-mêmes. Donc, bien sûr qu'il faut une sanction, surtout
si les actes sont forts, hein, bien sûr. Mais après, il y a qu'est-ce qu'on fait de difficile? Comment on le porte, comment on le parle, comment on aide les enfants à le dépasser? Parce qu'après tout, imaginez, bien involontairement, vous avez conduit une voiture de mauvaise façon et vous avez tué quelqu'un et vous êtes mis en cause et vous pouvez être emprisonné. Ok. Est-ce que pour autant vous êtes une très méchante personne et on doit parler de vous d'une manière terrible? Pas forcément. Donc il y a, est-ce que nous avons confiance dans le fait que quelqu'un peut avoir commis des actes et qu'il peut s'en sortir et qu'on doit l'accompagner pour qu'il s'en sorte et qu'on peut parler de cette personne avec respect? Ou est-ce qu'on est à ce point d'abîmer, et ça peut arriver, ça se comprend, ça s'entend, on est à ce point d'abîmer qu'on ne puisse pas avoir une parole saine par rapport à quelqu'un qui nous a abîmés. Ça peut s'entendre, mais à ce moment-là, qui va prendre le relais pour qu'on ne vive pas avec le fait qu'on a un père qui est méchant, voire plus que ça, voire qui est un monstre? Quand les enfants sont enrôlés malgré eux, dans des situations de ce type. Il y a des enfants justiciers, vous le savez comme moi. Il y a le gamin qui un jour prend l'arme et assassine le père. Qu'est-ce qu'on a gagné? Voyez? Alors la question de la reproduction de la violence est une question très compliquée. On sait qu'avoir vécu dans un milieu toxique, ça crée quelque chose, une vulnérabilité, mais pour autant, on est très nombreux, moi la première, vous aussi, à avoir des vulnérabilités, à les avoir à peu près digérées, à peu près dépassées. C'est pas parce qu'on a vécu dans une famille qui a connu cela que automatiquement, il n'y a pas d'automatisme, mais il peut y avoir une vulnérabilité qui est à accompagner. Et c'est pour ça que les lieux de conflictualité sont intéressants, parce qu'ils permettent aussi de repérer. Et moi, ce que j'ai vendu, entre guillemets, tout le temps où j'ai travaillé sur ces problématiques, c'est qu'un homme qui agresse, c'est 4 personnes au minimum à traiter. C'est-à-dire traiter son épouse et s'occuper de voir si les enfants vont bien, ou s'ils ont vraiment des soucis, et s'il faut s'occuper de ça, de comment ils vivent le fait que leur papa fasse souci. Parce que sinon, effectivement, c'est quelque chose qui va avoir un impact, bien sûr. La question de Virginie, ce sera la dernière. C'était pas une question, pardon. Du coup, c'était pour répondre à votre question qui était de pourquoi elle reste. Je crois que vraiment la confusion, c'est le mot-clé, quoi. On a l'impression d'être folle. On a l'impression que tout ce qui est inacceptable d'habitude devient acceptable parce qu'on nous dit que ça l'est, en même temps on nous dit que ça l'est pas, en même temps on ne sait plus du tout où on en est. Et comme il y a un état d'urgence dans le cerveau, qui est de se protéger, il y a la perte complète de son jugement à soi-même, enfin son propre jugement. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on a été construit correctement, qu'on a beau avoir les parents qui nous disaient bien, ça se fait, ça se fait pas, c'est bien, ça se fait pas bien, la société nous dit ça c'est quelque chose d'acceptable, c'est quelque chose de pas acceptable. Et d'un coup, il y a une personne qui arrive à prendre plus ou moins le contrôle de ce qui est acceptable ou pas. Et on finit même par défendre ce qui est inacceptable, tellement on l'intègre. Et en fait, l'auto-hypnose, je pense que c'est une vraie clé, cette histoire de quand il y a l'état d'urgence, il y a auto-hypnose pour se protéger soi-même et pour éviter de rentrer dans cette escalade de violence aussi. Et le jour, vous avez dit dans la première partie de cette conférence, vous aviez parlé de demander à la personne qui est victime, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller lui dire c'est pas acceptable, ce truc n'est pas bon, attention il est mauvais, attention c'est dangereux, ça ne sert à rien. C'est de ramener la personne à son propre jugement, à son propre cerveau. Et c'est hyper bien de lui dire et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'au début, ce qu'elle en pense, c'est ce qui lui a foutu dans le crâne. Et du coup, c'est comment essayer de retrouver sa propre capacité de réflexion. En fait. C'est réussir à redonner la place de la propre capacité de réflexion pour réussir à, elle, s'en sortir. Parce que personne, même en étant le meilleur soutien du monde, pourra la sortir correctement. Bah, je vous cède la place. Ouais. Et il y a encore l'expérience, c'est pas en fait. Et une dernière question. Moi, j'avais envie de faire une question volontairement très tranchée. C'est
quel est l'intérêt d'essayer quand même de retravailler à maintenir des couples à partir du moment où il y a eu une violence physique? Est-ce qu'il y aurait une solution de protection extrême? Ce ne serait pas de dire ça rompt immédiatement un mariage et ça interdit tout couple non marié de s'approcher à partir du moment... Voilà, quel peut être l'intérêt dans les soins, enfin les thérapies qui sont pratiquées, de maintenir, d'essayer de reconstituer ces couples-là? On n'essaye pas de reconstituer. Moi, j'ai rien à gagner au fait qu'ils se séparent ou qu'ils restent ensemble. À la limite, j'allais dire vulgairement, je m'en fiche. La question, c'est pas ça. La question, c'est que des gens disent, on s'aime et on n'y arrive pas. Donc, tant qu'ils veulent rester ensemble et qu'ils n'y arrivent pas, on a intérêt à les soutenir pour y arriver. Et s'ils constatent qu'ils n'y arrivent pas, ils se sépareront. Mais au moins, ils auront essayé de faire vivre quelque chose qu'ils trouvent, eux, important. Vous ne pouvez pas conduire les gens là où ils ne veulent pas aller. C'est ce que vient de vous dire, madame. Tant que je crois que mon couple, que mon amour est premier, ben, tu peux me dire ce que tu veux, je préfère en prendre une de temps en temps, mais rester avec cet homme. Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? La loi va intervenir? Ben non. Regardez, nous étions à deux là à entendre très récemment une amie qui travaille au commissariat ici à Montpellier, au bureau des victimes. Et elle dit, nous voyons des choses quand même encore, nous voyons des femmes qui viennent dire qu'il y a eu agression, de quelque forme qu'elle soit, qu'il y a eu violence. D'accord? Et le plaintier, enfin le monsieur qui recueille les plaintes, lui dit, vous déposez plainte? Ah non, non, je veux une main courante. Ah mais on ne fait plus de main courante, justement parce qu'on veut aller vers, on judiciarise et les femmes se mobilisent. D'accord. Au revoir monsieur. Parce qu'elle voulait peut-être pas qu'il le sache aussi. Eh bien parce que c'était pas le moment, elle n'était pas prête. Donc comme elle n'est pas prête, si à plainte, elle sait que ça va remonter au procureur et que cet homme risque fort d'être poursuivi. Et donc comme elle n'est pas prête à la séparation, elle fait demi-tour. Donc que fait le monsieur, le plaintier? Il propose un PV d'audition, c'est-à-dire il va l'écouter, il va noter ce qu'elle dit et il est quand même contraint d'envoyer, s'il juge qu'il y a des faits importants, d'envoyer ce PV d'audition au procureur. La loi dit que le procureur peut se saisir lui-même des affaires qu'il juge importantes. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le procureur? S'il reçoit un PV d'audition où il repère qu'il y a un risque, il va poursuivre. Donc cette femme a dit, je ne veux pas dénoncer, mais la société dénonce. Ce qui, quelque part, est une bonne chose au sens où la société dit madame, vous tolérez des choses que la loi ne tolère pas. D'accord. Mais qui va accompagner cette femme pour qu'elle accepte que la société aille au-delà de ce qu'elle veut? C'est une question éthique, je vais vous dire, sacrément compliquée. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on fait le bien des gens malgré eux? Et est-ce que c'est le bien des gens? Est-ce que c'est pas mieux, entre guillemets, d'attendre? Pendant longtemps, dans les associations féministes, on a eu une position autre. C'était de dire, on fait le boulot d'accompagnement. Et si la femme, elle part une fois, elle revient, elle part deux fois, elle revient, 6 fois ou 7 en moyenne, hein, selon les endroits, eh bien c'est son cheminement pour aller jusqu'à j'en peux plus. Mais ce j'en peux plus, c'est elle qui le dit, pas nous. Et à partir de ce moment-là, c'est elle qui se reconstruira. Alors, moi j'ai eu, dans mon pôle de travail avec des hommes, des situations dans lesquelles la justice était intervenue, madame n'avait pas posé plainte. La première chose que j'ai eue, c'est des insultes au téléphone de la part de madame. Parce qu'on l'avait privée de sa capacité de juger par elle-même jusqu'où elle pouvait aller ou ne pas aller. On l'avait privée de son libre arbitre. Est-ce qu'on doit faire justice en privant du libre arbitre? Je n'ai pas la réponse. Non mais du coup ça donnait quoi derrière? Ok, c'est normal qu'elle râle. Vous êtes allé contre ce qu'elle voulait. Enfin, ça, tout le monde, n'importe qui réagirait comme ça. Donc, je vais étonné, mais c'est pas étonnant finalement que vous insultez, c'est la réaction normale. Mais derrière, ça a donné, c'était positif sur la suite. On a eu des situations où les hommes ont avancé quand même, contraints et forcés, mais ils ont fait du boulot de réflexion. Et puis on a eu des situations où on a eu ce qu'on appelle des visiteurs, c'est-à-dire des gars qui l'ouvrent une fois sur 10 et puis qui attendent que ça passe.
Parce que dans un travail de groupe, vous pouvez être participant, mais vous pouvez aussi vous mettre en retrait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Encore une fois, je vous dis que je n'ai pas la réponse, hein, et que je ne dis pas qu'il faut faire une chose ou une autre. Mais les constats de terrain ne sont pas des constats aussi évidents de rationalité que pour dire si la dame n'intervient pas, mais que le procureur intervient, c'est réglé. Eh bien, pas sûr. On pourrait dire à ce moment-là que ce sont les enfants qui le bâtissent. Donc, ce qui permettrait de condamner l'homme alors, ça suppose qui est violent. C'est pas la France. En fait, c'est ces enfants qu'elle met en danger, finalement. Alors, lorsqu'il y a des enfants, il y a un accès possible, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, mais à la condition, et tous les gens qui travaillent avec les auteurs ne le font pas, et je trouve ça extrêmement dommageable, qu'en même temps qu'on travaille avec ces hommes, à ce qu'ils acquièrent de la responsabilité, etc., on travaille avec les femmes. Parce que la responsabilité de l'homme, c'est évidemment de cesser d'être violent, mais la responsabilité de madame, c'est d'apprendre à poser des limites de protection pour elle-même et pour ses enfants, si elle veut rester. Et si elle ne veut pas rester, c'est à elle de construire, avec tous les appuis sociaux nécessaires, bien entendu, les éléments de son départ, et de maintenir fermement qu'elle ne souhaite pas que la relation se poursuive. Mais combien de fois avons-nous vu en pratique, j'ose vous le dire, pas vous désespérer, mais quand même, on a vu des situations dans lesquelles monsieur avait l'interdiction formelle de s'approcher du domicile, et c'est elle qui lui ouvre la porte. Parce qu'on ne peut rien contre la force du lien. Sinon, travailler à faire venir la conscience qu'on peut aimer profondément quelqu'un, mais que si on tient à sa peau, il vaut se séparer. Voyez? Mais ça se travaille, ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Je vous dis, les décisions de justice où ça passe outre, on en a connu à l'appel. Franchement. C'est important que la société dise, même si vous ne bougez pas, nous bougeons, parce que ça n'est pas acceptable, mais ça doit être accompagné. Et sérieusement. Très bien. On a prévu un troisième temps de rencontre avec Delphine Maillan. Donc si vous avez spontanément des idées à suggérer, on prend. Sinon, on verra sur Facebook et tout en échangeant. Et la prochaine conférence, c'est le 20, un jeudi 20 février sur l'écoféminisme. Et on est tous les dimanches de 11h à 14h, place Jean Jaurès ou pas loin. Enfin voilà, vous le saurez. Merci beaucoup. Merci. Et on prépare le 8 mars, évidemment. On verra ce que ça a donné, ça.